Bonsoir messieurs, dames. Il est 20h30, le quorum est atteint. Monsieur Roucault a donné procuration à moi-même, Monsieur Vigne à Monsieur Penn, Monsieur Goy à Madame Chartrain, Monsieur Saintille à Madame Corsini. Madame Saintille, pardon. À Madame Corsini. Excusez-moi pour cette erreur. Le conseil municipal est donc ouvert. Je vais commencer par le point 0 de l'ordre du jour, qui est un hommage à Monsieur Christian Lastéquer, qui fut pendant de nombreuses années un élu municipal de la commune de Vic, adjoint au maire, puis conseiller délégué de 1983 à 2014. Et il s'est éteint le 17 octobre dernier. Cet élu était fortement impliqué dans la mise en œuvre du syndicat intercommunal des transports scolaires, dont il fut le président pendant de nombreuses années, et il s'est également vraiment mobilisé dans la bonne gestion du massif forestier vicois, ce que j'avais pu constater étant élu d'opposition. Je vais, s'il veut bien, donner la parole à Monsieur Mediamol pour une lecture d'un texte d'hommage. Monsieur Mediamol, si vous voulez bien prendre le micro simplement. Voilà. Merci à vous. Comme vient de nous le rappeler Monsieur le maire, Christian Lastéquer nous a quittés le 17 octobre après avoir lutté pendant plus de 10 ans contre une maladie implacable qui a lentement mais inexorablement altéré son état de santé. Ayant côtoyé Christian pendant tant d'années, ayant travaillé et milité avec lui, l'ayant accompagné jusqu'à la fin, il m'appartient de lui rendre un petit hommage en conseil municipal en retraçant notamment la carrière de ce collègue devenu ami qui pendant plus de 30 ans a œuvré au service de sa cité d'adoption. C'est en effet en 1983 qu'il a été élu pour la première fois conseiller municipal. En 1989, il devient adjoint au maire et le restera jusqu'en 2008. Il terminera son dernier mandat en 2014 en qualité de conseiller délégué. Arrivé à Vic-Bigorre en qualité de conseiller principal d'éducation au lycée Jean Monnet, ce Gersois de naissance y a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle. Les compétences acquises dans cet établissement agricole et forestier, Christian les mettra au service de la municipalité et de l'intercommunalité. Après s'être occupé des écoles primaires, il a pris en charge les bois et forêts, secteur où nous savons tous qu'il est particulièrement important pour notre ville. Parallèlement, il a été conduit à s'occuper du transport scolaire des établissements secondaires vicois. Simple service organisé à l'origine par les lycées, le transport scolaire s'est peu à peu codifié en devenant, à travers les lois de décentralisation, une compétence départementale subdéléguée à des syndicats locaux. C'est l'origine du syndicat et transport scolaire de l'ensemble de Vic-Bigorre qu'il a mis en place et présida jusqu'en 2014. À ce titre, il s'agissait d'assurer le transport quotidien de plus de 1500 élèves en améliorant en permanence l'organisation du service, le confort des passagers et surtout la sécurité. C'est sur ce dernier point que Christian a exercé la plus grande vigilance. Il est notamment à l'origine de l'aménagement de l'aire d'embarquement des autocars scolaires du lycée PMF. Hasard de l'histoire, ce syndicat qui réunit plus de 100 communes et est le plus important du département, disparaît la même année que lui, victime donc de la loi NOTRe. De par son éducation et sa personnalité, Christian vivait comme un devoir de servir ses concitoyens. Il a toujours fait dans le dialogue et le respect d'autrui, tout en restant ferme sur ses convictions. Ponctuel, précis, consciencieux, loyal avec ses collègues, il a servi sa commune avec compétence et abnégation dans un désintéressement qui n'avait d'égal que sa discrétion. Cette conduite, qui n'a pas varié tout au long de ses 31 années de mandat, a donné de lui l'image d'un homme qui force la considération et l'estime de ceux qui l'ont connu. Cultivé, toujours élégant, courtois, respectueux, sachant dominer ses émotions, Christian a été exemple même de l'honnête homme au sens classique du terme. À son épouse, Jackie, à ses enfants, Christophe, Katia, à ses petits-enfants, nous présentons nos plus sincères condoléances. Je vous remercie, Monsieur Mediamol, pour ce bel hommage, cet hommage sincère. Je vais demander au conseil municipal de se lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. L'actuel président
du syndicat intercommunal des transports scolaires, M. Berdy, m'a fait la demande de la pose d'une plaque sur l'aire d'embarquement de la cité scolaire Pierre Mendès France, en mémoire de M. Christian Lastéquer, et j'ai accepté cette demande. Donc une plaque à sa mémoire sera posée dans un futur proche sur cette aire d'embarquement. Voilà. Point numéro 1 maintenant, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017. Y a-t-il des questions sur ce compte-rendu ? Non. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, sur le retrait de délégation à un adjoint municipal et la question où le conseil municipal doit se prononcer du maintien des fonctions de l'adjoint. Donc par arrêté, le 18 octobre dernier, j'ai retiré les délégations de M. Éric Joseph, considérant que les conditions de la confiance nécessaires pour de telles délégations entre le maire et son adjoint n'étaient plus réunies. De ce fait, il m'appartenait de réunir le conseil municipal et de mettre à l'ordre du jour son maintien dans les fonctions d'adjoint. Le conseil municipal doit donc se prononcer sur ce point, et c'est un vote que je souhaite à bulletin secret, d'où la présence de l'Île-de-Loire un peu plus loin. Je dois donner les conséquences qu'aura ce vote. Je me suis renseigné les services se sont renseignés auprès de la préfecture justement pour voir quelles étaient les conséquences d'un tel vote. Donc 2 possibilités. Soit le conseil municipal se prononce en faveur du maintien dans les fonctions de l'adjoint, et à ce moment-là, je suis tenu, s'il sera un adjoint simplement officier d'état civil, sans aucune délégation, donc il n'a plus ses indemnités, et il ne peut plus y avoir de conseillers délégués dans la commune. C'est-à-dire que les 3 conseillers délégués qui sont aujourd'hui en poste ne pourront plus être conseillers délégués. Soit le conseil municipal ne maintient pas, se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l'adjoint, et auquel cas, il ne sera plus adjoint. Il y aura le 2e point qui, du coup, est un point corollaire, c'est-à-dire la réduction du nombre d'adjoints, mais les conseillers délégués resteront à leur place. Y a-t-il des questions ou des interventions souhaitées ? Monsieur Joseph. Donc, je voudrais lire une petite intervention et je demanderai à ce que cette intervention soit rajoutée au compte-rendu du conseil municipal. Donc ce soir, c'est mon 2e conseil en tant qu'adjoint sans délégation. Donc la première fois, c'était le 28 septembre 2016. Monsieur Le Vert m'avait déjà retiré les délégations. Il les avait remis en place 5 minutes après le début du premier conseil sans explication. La 2e fois, c'est ce soir, et ça a été décidé par arrêté du 18 octobre 2017. Si c'était un manège à la Saint-Martin à Vic, on dirait que j'ai eu 2 fois le pompon. Mais j'aimerais bien que l'on partage un petit peu la prochaine fois. Si c'était le gros lot du loto, on dirait qu'il y a de la triche. La même personne ne peut pas gagner 2 fois. Et pourtant, c'est vrai. Donc les Vicois se demandent qu'est-ce qui se passe à la mairie. Monsieur le maire, c'est une question que je vous pose. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ? Légalement, vous avez le droit de garder le silence. Mais une explication aux Vicois est, à mon sens, nécessaire. Jean Jaurès a dit « Le courage, c'est de rechercher la vérité et de le dire ». Alors courage. Je vais expliquer quelles sont les modalités de retrait d'une délégation de fonction à un adjoint. Le Conseil d'État, dans un avis du 14 novembre 2012, rappelle que les conditions de validité du retrait d'une délégation du maire à un adjoint, il est loisible au maire d'une commune sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien ou non dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. Lors de la réunion du groupe majoritaire du 10 octobre, présidée par M. le maire, il a été reproché à M. le maire d'être trop absent de Vic et de gérer la commune par dématérialisation. Plusieurs élus, présents ce soir-là, ont porté la parole des Vicois sur cet état de fait. J'étais le dernier autour de la table à prendre position comme défenseur de cette réalité.
De plus, j'ai proposé à Monsieur le maire de suivre son exemple dans son organisation 2.0, à savoir m'organiser pour répondre à mes SMS et mes emails de la mairie le vendredi de 17h à 17h15. J'ai reçu un courrier de Monsieur le maire daté du 11 octobre me demandant de démissionner avec une date limite de réponse fixée au 18-10 pour permettre de gérer la commission de travaux fixée de longue date au lendemain, le 19. J'ai répondu par écrit à Monsieur le maire en précisant, premièrement, mon refus à sa demande de démission, deuxièmement, en confirmant ma présence à la réunion de la commission de travaux du 19-10 que j'avais moi-même organisée avec les services. J'ai reçu dès le lendemain, le 19, un courrier m'informant de mon retrait de délégation justifié par, je cite, des dissensions importantes entre nous et dont les conséquences seront de nature à nuire au bon fonctionnement de l'administration communale. À la réunion du 10 octobre, aucune autre personne n'a reçu de demande de démission. Est-ce le fait d'avoir quitté la salle avant la fin de la réunion? Est-ce le fait d'avoir répété les propos des Vicois et des autres élus présents? La réponse est non. Monsieur le maire a, à mon encontre, un désaccord plus ancien, qui y explique son acharnement à vouloir me défaire de mes délégations. C'est bel et bien une sanction que monsieur le maire veut mettre en place pour affirmer son pouvoir, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Enlever ses délégations à un adjoint à Vic ne s'est jamais vu. L'enlever 2 fois les mêmes délégations au même adjoint ne s'est jamais vu nulle part et s'apparente à du grand n'importe quoi, à de la bêtise. Les modalités de retrait de délégation que je vous ai lues précédemment stipulent 2 choses. La première, le conseil municipal doit être convoqué sans délai. Le deuxième point, le motif de retrait doit se faire sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Sur le point numéro 1, entre le 18-10, date de l'arrêté, et le 21-11, date du Conseil, il y a plus d'un mois. Il ne faut pas penser qu'il s'agisse d'une méconnaissance des règles, mais encore une fois d'un manque de disponibilité de monsieur le maire sur ces 4 semaines pour gérer les affaires de la commune. Sur ce point, le tribunal administratif peut être saisi comme recours en nullité de la procédure en cours. Sur le point 2, malheureusement, la décision de monsieur le maire est bel et bien inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Monsieur le maire a pris cette décision pour des motifs privés et se sert de son pouvoir dit discrétionnaire à des fins privées. Il confond ses intérêts personnels avec ceux qui relèvent de la fonction publique. En effet, mon entreprise a réalisé des travaux au domicile de M. Menet en mai 2016. M. Menet n'a pas payé les factures de travaux de mai d'un montant de 13 518,54 € TTC. En septembre 2016, pour me punir de lui réclamer le règlement de ses factures, il a voulu, en tant que maire, m'enlever les délégations qu'il m'avait données en 2014. Sentant peut-être cette manipulation trop hasardeuse, il est revenu sur sa décision lors du Conseil du 28 septembre 2016 en me restituant les délégations, espérant peut-être me museler. Le règlement de ces factures n'ayant jamais été fait, j'ai initié une procédure auprès du tribunal de commerce en juin 2017. Monsieur Menet récidive aujourd'hui dans sa volonté de me supprimer les délégations d'adjoints. C'est sa raison pour agir ainsi. Moi, j'ai 13 518,54 raisons TTC pour expliquer cette situation. Mais ce n'est pas, monsieur le maire, l'endroit idoine pour le traiter. Un litige entre une entreprise et un particulier, fût-il maire, se règle devant le tribunal de commerce et en aucun cas devant un conseil municipal. Demandez à vos colistiers, à l'ensemble du conseil municipal, de défendre votre position est surréaliste, irresponsable, irrespectueux, immoral. J'ai honte pour notre assemblée et j'ai de la peine pour vous, pour faire valoir ce que de droit. Merci.
Merci, Monsieur Joseph. On verra au moins que si vous pensez que je n'avais pas de raison, après votre discours, au moins on pourra comprendre en quoi la confiance qui doit être nécessaire entre un maire et son adjoint n'est plus d'actualité. Je récuse l'intégralité de ce que vous dites. Si tel est le cas, le tribunal de commerce aura gain de cause et suivra votre procédure. Ma réalité est tout autre et ma vérité est tout autre. Et si je dois l'exprimer devant un tribunal, je l'exprimerai devant un tribunal, certainement pas devant cette assemblée. Aujourd'hui, j'ai des raisons, et pour les deux motifs, j'ai convoqué ce conseil municipal sans délai, c'est-à-dire dans un délai conforme à ce que demande la préfecture. Là-dessus, on s'est validé avec la préfecture. Il n'y a aucun problème sur le premier point. Et sur le deuxième point, votre texte l'approuve. Je ne peux plus avoir la confiance nécessaire et la sérénité entre un maire et son adjoint. Et je dois même dire que vous avez pu dire devant le groupe majoritaire que c'était réciproque de votre part. Donc, de ce point de vue, soyez procédurier si vous le voulez. Saisissez le tribunal administratif si tel est votre bon vouloir. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres observations? Madame Corsini. Oui, monsieur le maire, nous venons d'entendre des choses extrêmement graves. Si elles sont exactes, c'est véritablement un événement majeur pour la commune de Vic, majeur pour nous les élus, parce que vous nous demandez ce soir de voter pour l'éviction d'un adjoint, ce qui est extrêmement grave, extrêmement important. Il est important pour nous de savoir sur quoi nous allons voter. Nous avons entendu donc Monsieur Joseph qui a exposé effectivement une problématique de confusion entre l'intérêt public et l'intérêt privé, ce qui est gravissime pour un élu, qui plus est pour un maire, c'est ce qui peut être le plus grave. Et nous devons voter. Donc nous vous demandons effectivement de nous exposer les motifs qui tiennent à ce que vous nous demandez l'exclusion de Monsieur Joseph. Le motif est très simple, c'est un motif purement municipal. Je n'ai plus confiance. Les relations de confiance entre un maire et son adjoint ne sont plus là. Et si vous prenez les derniers propos de l'intervention de Monsieur Joseph, elles vous montreront que non seulement elles sont réciproques, mais après avoir entendu ce que vous avez entendu, il ne peut pas y avoir de relations de travail et de bonne confiance et de bon fonctionnement dans cette municipalité, dans ces conditions. C'est aussi simple que ça, c'est la seule chose sur laquelle je me suis basé pour cette décision. Je suis prêt à en répondre dans le tribunal administratif. Maintenant, oui. Sur ce, je vous réponds entièrement. D'accord ? Je vois bien, vous voulez essayer d'en venir. Je vous réponds très tranquillement. Monsieur Joseph, aujourd'hui, n'a plus de délégation. Donc, il est encore adjoint, simplement au titre qu'il est officier d'état civil. Si vous pensez qu'il est bon que monsieur Joseph reste adjoint officier d'état civil, vous votez en ce sens-là. Si vous pensez que un adjoint qui est simplement officier d'état civil sans délégation n'a pas vocation à être adjoint, vous votez dans l'autre sens. Si vous voulez avoir n'importe quelle autre raison, votre vote sera libre et à bulletin secret. Voilà. Juste une précision. On sait tous que le manque de confiance ne veut absolument rien dire. On le voit devant le Conseil du prud'homme, par exemple. Alors, donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une voilà. Délégation, c'est-à-dire je donne... Non, je vais vous expliquer. C'est très simple. Je termine ma question. Terminez, Madame Corsini. Voilà. Donc, le manque de confiance en soi ne veut rien dire. Si effectivement le manque de confiance, c'est la résultante d'un conflit personnel avec Monsieur Joseph, là, effectivement, ça pose souci. Il semblerait que ce soit le cas. Par contre, effectivement, s'il y a un manque de confiance sur un terrain communal, il faut nous expliquer le fond. Très bien. Monsieur Joseph a fait part en séance de groupe majoritaire d'un désaccord profond sur ma façon de conduire la politique municipale. Voilà. Mais est-ce que désaccord peut justifier que l'on évince un adjoint? Tout simplement, il a contesté. Vous connaissez, il y a une solidarité de groupe. On peut être en désaccord, mais quand on est en désaccord de rupture, à ce moment-là, c'est une rupture. C'est aussi simple que ça. Monsieur Paul. Je suis élu depuis 1995, j'ai vu défiler 3 maires, on a été en désaccord avec les 2 précédents, on n'a jamais été évincé. J'étais conseiller délégué à chaque fois, j'ai gardé ma délégation jusqu'au bout, on a été en désaccord, on l'a mis sur la table, on en a parlé en groupe majoritaire, puisqu'il s'agit du lieu où ça se fait pour éviter que justement l'opposition n'en rajoute un peu, n'est-ce pas? Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Sauf que ça s'est toujours passé et aucune délégation n'a été enlevée. Et comme le disait M. Joseph, aucun adjoint n'a été évincé, même si des désaccords étaient contre M. Miqueux ou contre M. Border.
Il m'étonnerait qu'un seul conseiller délégué ou un seul adjoint n'ait pris la parole en conseil municipal pour dire que le maire lui faisait honte et qu'il ait de la peine, comme vient de le faire Monsieur Joseph, ce qui peut vous donner une idée de la teneur de ce que peut être ce désaccord. Donc, à partir de là, voilà, et ça peut vous étonner. Aucun des maires n'avait retiré de délégation simplement sur le fait qu'il n'était en désaccord. C'est jamais arrivé. Donc c'était simplement ça que je voulais rajouter. Eh bien, c'est une première. Pas une deuxième, une seconde. Monsieur Curette. Oui, moi je suis effrayé, effaré et effrayé par ce que j'entends. Il y a un mélange complet des fonctions du maire. Ce sont des présomptions que je récuse. Là-dessus, s'il vous plaît, on reste encore en République. S'il y a des accusations, elles doivent être sérieuses, portées devant un tribunal, et certainement pas devant être prises à mot abrupt comme ça. La présomption d'innocence, ça existe, et là-dessus, je tiens à me défendre, mais c'est certainement pas ici que je le ferai. Donc, s'il vous plaît, là-dessus, ne faites pas comme si prenez pas ça pour argent comptant, s'il vous plaît. Je veux dire néanmoins que j'ai entendu clairement et honnêtement ce que vient de dire Monsieur Joseph, la ville bruisse de coups de bruit comme ça, et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres conseillers municipaux qui étaient dans votre liste qui ont démissionné, et je crois également que c'est pour des questions d'argent. C'est l'information que nous avait donnée celle qui a démissionné précédemment. Et donc cette confusion entre les affaires personnelles et les affaires de collectivité relève carrément du principe de corruption. Je vous laisse là-dessus la responsabilité de ce terme. Je suis bien ravi qu'on puisse l'avoir enregistré et lui aura des et je le maintiens. Maintenez-le. Et je veux dire que pour maintenez-le et on pourra aller très loin là-dessus. Pour votre honneur, monsieur le maire, vous devriez avoir une autre tenue que celle que vous avez ce soir. Parce que pour votre honneur, vous devriez au moins donner les raisons de fond et non pas de forme qui aboutissent à cette exclusion. Je n'étais absolument pas informé de la démarche, si ce n'est que je l'ai vu par le compte rendu du Conseil. Donc, pour le coup, ce n'est pas là une information qui m'était arrivée à mes oreilles de façon personnelle. C'est par l'intermédiaire du Conseil. Je ne peux que reprendre ce qu'ont dit mes précédents collègues. Nous sommes effarés de la situation dans laquelle nous sommes. Et je dois dire que... si jamais les remarques qu'a faites M. Joseph lors de votre réunion en interne pour dire que vous étiez très absent, ce ne me paraît pas être un motif suffisant pour justifier une exclusion, surtout quand c'est une réalité. Y a-t-il d'autres commentaires? Non. Je vais donc désigner 2 assesseurs et un secrétaire pour procéder au vote. Je désigne comme assesseurs les 2 conseillers municipaux les plus âgés. Je crois qu'il s'agit de Madame Chartrain et de Monsieur Jean-Claude Dasque, si je ne m'abuse. Et le conseiller municipal, à part moi, la plus jeune, ou peut-être la plus jeune, qui est Madame Latrille. On peut donc procéder au vote. Sachant que je suis président de bureau, par définition. Nous demandons la présence d'un élu de l'opposition. Comme assesseur. Très bien, je vais donc rajouter un assesseur qui sera Madame Corsini, puisqu'elle s'est déjà avancée vers l'urne.
Bien, donc la question qui se pose, c'est êtes-vous en faveur du maintien dans les fonctions de l'adjoint? Donc, quand on est en faveur du maintien, c'est le bulletin oui. Quand on n'est pas en faveur du maintien, c'est le bulletin non. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment clair. On peut donc procéder au vote dès que vous serez prêts.
Bien, je vais donc proclamer le résultat de cette élection. Qui est de 18 oui contre 11 non. Donc, M. Joseph est maintenu dans ses fonctions d'adjoint. Il n'aura néanmoins aucune délégation ni indemnité. Et sans délai, je suis contraint de retirer, comme le disent les textes, les délégations attribuées à des conseillers municipaux. Donc, en l'occurrence, à 3 conseillers municipaux qui ne pourront plus les exercer à partir de maintenant, c'est-à-dire tant qu'un adjoint demeure sans délégation. Le point numéro 3 est donc n'était à voter qu'en cas de résultat du non dans le point numéro 2. On passera donc directement au point numéro 4. Et je donne la parole à Madame Boiry. Pardon, Monsieur Paul, vous voulez intervenir? Oui, sur les commentaires. Je voudrais quand même faire un commentaire sur le vote. Tout à l'heure, vous retirez la délégation parce qu'un de vos adjoints n'était pas favorable. Vous êtes mis en minorité aujourd'hui. Allez-vous enlever les délégations à l'ensemble des adjoints?
puisque fatalement, sur le tas, il y en a qui ont voté pour le maintien de M. Joseph. Donc, au niveau de la confiance... Alors, fatalement, au niveau des adjoints, on ne sait pas, puisque c'est un vote à bulletin secret et qu'il y a 8 adjoints, il y a eu 11 votes contre. Donc, pas fatalement. Mais néanmoins, il y aura de toute façon une réunion d'équipe pour parler de l'organisation de l'équipe municipale à partir du 1er janvier 2018, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et ce sera un des points abordés lors de ce conseil municipal, que le transfert de compétences, des transferts de compétences auront lieu en 1er janvier 2018, ce qui va entraîner un changement tout simplement d'opération, parce que voilà, on l'évoquera dans un point futur. Monsieur Curette. Monsieur le maire, ce soir, vous êtes clairement désavoué. Vous êtes désavoué par votre propre équipe. Pas par nous. Nous, on le savait déjà, pourquoi on s'opposait à vous. Là, vous êtes désavoué par votre propre équipe. Je pense, monsieur le maire, que c'est à vous de tirer les conclusions de ce désaveu qui manifeste à votre égard non seulement une incompréhension, mais une méfiance. Monsieur le maire, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, mélanger les affaires personnelles et les affaires publiques... Non, ça, je vous défends de dire ça. Je vous défends de dire ça, c'est faux. C'est faux. Vous affirmez des choses que vous n'étayez pas. C'est de la diffamation, monsieur Curette. Donc, s'il vous plaît, là-dessus, cessez. Donnez un discours politique. Si le tribunal donne raison... Les délégations de monsieur Joseph aujourd'hui sont retirées pour des questions purement municipales, pour la question d'une réunion municipale. Voilà. Il y a une réunion dans laquelle des choses intolérables se sont passées, et ça m'a fait prendre cette décision. Maintenant, je n'en dirai pas mot. Non, il y a une réunion, vous n'étiez pas, monsieur. L'année dernière aussi. Vous n'étiez pas, monsieur. Vous aviez retiré. Vous n'étiez pas, monsieur Curette, et de toute façon, je suis prêt à en répondre dans un tribunal administratif, je l'ai dit plusieurs fois. Maintenant, je vous défends de dire que je mêle les intérêts privés et les intérêts communaux. En tout cas, c'est de la diffamation. Il n'y a pas d'en tout cas. D'accord? Donc maintenant, si vous avez une question relevant du conseil municipal, je vous prie de la poser. Ma question, monsieur le maire, c'est est-ce que vous allez tirer les conséquences du désaveu dont vous êtes aujourd'hui clairement, ce qui s'est manifesté à votre égard? Il y aura clairement des conséquences à tirer dans les mois qui viennent. Très bien. Passons au point numéro 2, au point finance. Dans la commission des finances, c'est... Point numéro 4, c'est le deuxième chapitre, point numéro 4, excusez-moi. La commission des finances s'est réunie le 23 octobre pour statuer sur l'ADM numéro 2. Je tenais à remercier tous les membres de la commission des finances pour la qualité du travail accompli et le climat dans lequel cette commission travaille. Donc, au niveau du fonctionnement, en charge de fonctionnement, sur les charges à caractère général, on a convenu de rajouter 82 337 €. Au niveau du personnel, 15 000 €. Au niveau des autres charges de gestion courante, 43 000 € et 100 573 € au niveau des dépenses imprévues, ce qui fait un total de charges de 241 210. En recettes de fonctionnement, 12 687 € en atténuation de charges, 134 183 en produits et services, 62 463 € en impôts et taxes, dotations et participations à hauteur de 24 000, des produits exceptionnels à hauteur de 7 871 €, ce qui fait en produits un total de 241 210 €. Concernant la part investissement, je vous propose de rajouter des programmes à hauteur de 110 670 €. Et en recette, la même somme. Donc au niveau des programmes d'investissement, c'est 32 000 € supplémentaires au niveau des travaux des bâtiments communaux, 31 560 € au niveau de l'éclairage public, 10 000 € matériel et équipement et 15 000 € en informatique et 24 000 € au niveau de la base de loisirs. Au niveau des produits,
C'est la subvention du département qui est tombée après le budget à hauteur de 96 000. Autre subvention, 8 025 €, ce qui fait 104 025. Et le FCTVA qui est diminué de 5 089 €, ce qui fait un total d'opérations en produits de 99 315. Et 11 355 € au niveau des produits des cessions, ce qui fait un total de produits d'investissement de 110 670 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Bon, c'est l'addition modificative qui résulte de la commission des finances qui s'est tenue le 23 octobre et que j'ai présidé sur site, et qui a été extrêmement consensuelle, puisqu'il s'agit simplement d'adapter le budget aux dernières dépenses de l'année. Monsieur Curette. Monsieur le maire, oui. Je vais vous lire un texte. Alors d'abord, je voudrais commenter un tout petit peu cette DM parce qu'elle touche quand même sur un montant relativement d'environ 10% du budget. Et c'est toujours étonnant de voir à quel point on est capable de ne pas anticiper les dépenses et les recettes à 10% près au mois de mars. Jamais je l'ai eu fait en tant que président de la communauté commune, je le précise. Je vous en félicite. Donc, en tout cas, moi, je voudrais dire simplement qu'au mois d'avril dernier, vous avez déclaré ici, en ce conseil municipal, que les comptes de la commune, en 2016, étaient les témoins d'une bien meilleure gestion, avec notamment une capacité d'investissement supérieure à 200 000 € à la situation que vous aviez trouvée à votre arrivée. Ces propos péremptoires sont malheureusement contredits par les données du ministère des Finances, la DGFiP, qui vient de publier en octobre les comptes 2016 de toutes les collectivités de France. Et j'invite tout le monde à aller voir, tous les citoyens, à aller voir le site collectivité-locale.gouv.fr et vous pouvez voir les comptes de toutes les collectivités locales de France de l'année précédente. Ainsi, sur la commune de Vic-en-Bigorre, l'analyse de la situation financière effectuée par la DGFiP, non pas par Jean-Louis Curette, mais par la DGFiP, fait apparaître les éléments de synthèse suivants. 2014, on va considérer que c'est l'année où vous êtes arrivé. C'est l'année où on est arrivé. Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas modifié les éléments budgétaires qui avaient été préparés par votre prédécesseur. Excédent de fonctionnement, 1 016 000 €. 2016, 2 ans plus tard, 800 000 €. Quand je précise, c'est aux milliers d'euros près, les chiffres du ministère. Ça fait moins 21% sur 2 ans. La capacité nette d'autofinancement, ce qu'ils appellent la capacité d'autofinancement nette du remboursement de capital en capital des emprunts. C'est la différence entre les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, plus le remboursement du capital des emprunts. C'est-à-dire, c'est la capacité d'investissement hors subvention et hors emprunt. Elle est passée de 571 000 € à 378 000 €, moins 34%. Pendant le même temps, au 31 décembre de 2014, la dette était de 2 279 000 €. Elle était au 31 décembre 2016, 2 ans plus tard, de 2 640 000 €, plus 16%. Moins 34% sur la CAF, plus 16% sur la dette. Comme les montants sont différents, il est logique que les pourcentages soient différents. Si vous voulez aller à l'essentiel, s'il vous plaît, oui. M. Curette, c'est un conseil municipal, contrairement, pas un cours de finances publiques. Donc, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, monsieur le maire, je peux vous adresser, je peux vous faire un cours si vous en avez besoin. Mais écoutez, faites donc des cours à qui vous voudrez. Vous avez manifestement, devenez d'abord professeur. Vous êtes manifestement trompé dans vos déclarations. Donc, simplement aller à l'essentiel en ce qui concerne le conseil municipal, s'il vous plaît. Je continue. Ainsi, contrairement à vos déclarations de Clément Ménette, la ville a quasiment perdu 200 000 € en capacité annuelle d'investissement, soit un écart de 400 000 € entre ce que vous annoncez et la réalité. Ce résultat est dû à une augmentation totale des dépenses de fonctionnement de 456 000 € sur 2 ans, soit 14%, puisque les dépenses
de fonctionnement sont passés de 3 335 000 à 3 791 000. Ces chiffres-là sont également donnés par le ministère des Finances, plus 14%, tandis que les recettes, elles, ne progressaient que de 7%, passant de 4 135 000 à 4 424 000. Pendant ce temps, la dette s'envolait donc de 361 000 euros, soit 16%. Nous savions, Monsieur Ménette, que vous étiez un expert, un spécialiste de la communication. Mais il ne semble guère que vous soyez un spécialiste de la gestion. En politique, la communication, Monsieur le maire, ne vaut que si elle vient en appui de faits réels qui, eux, sont têtus. Je demande à ce que cette déclaration soit, que je remets à Madame la directrice générale des services, soit annexée au présent Conseil. Mais voilà un témoignage de votre gestion qui n'est pas effectué par nous, mais par la DGFiP. Et j'attends maintenant que vous apportiez votre réponse que vous deviez nous apporter depuis le mois d'avril. Merci, monsieur le professeur Curette, de ces explications formidables. Je souhaite que vous puissiez les mettre à profit et les garder pour la prochaine campagne électorale municipale dans laquelle vous pourrez concourir avec brio. Néanmoins, là-dessus, excusez-moi, on a un ordre du jour, c'est la décision modificative de ce budget. Depuis que nous sommes élus, nous réalisons notre programme intégralement, nous l'avons fait en 3 ans, et nous diminuerons les impôts sans se plaindre de la baisse des dotations de l'État, là où toutes les autres collectivités le font. Nous sommes engagés sur des chiffres, nous le faisons. Je pourrais vous dire après comment on a augmenté dans certaines dépenses de fonctionnement pour se donner plus de marge de manœuvre et pour justement faire davantage dans la commune. Mais écoutez, gardons ça pour une campagne électorale, et ce sera à ce moment-là que vous pourrez le faire. Moi, pendant ce temps-là, je gère la commune, et vous verrez, si elle est si mal gérée que ça, vous aurez gain de cause le prochain coup. En attendant, il se trouve que les maires de la communauté de communes, quand ils ont eu à se décider, ont pensé que vous n'étiez pas celui le mieux en mesure de diriger la nouvelle communauté de communes. Et c'est une réalité. Et vous, monsieur le maire, vous n'avez pas été admis à gérer la précédente communauté de communes. Je rappelle que vous avez été battu et que je vous ai platement battu. 34 à 17. 37 à 14. Exactement. Bravo, monsieur Curette, de rappeler ces exploits. Donc vous êtes un professeur victorieux. Bravo à vous. Écoutez, repassons aux choses sérieuses. Je vous demande, monsieur le maire, qu'à un moment donné, vous puissiez être sur des chiffres précis et que vous ne mentiez pas aux Vicois quand vous annoncez des chiffres de gestion. Je ne mens pas, les livres sont ouverts, ils sont publics. Lorsque vous annoncez les livres des sont chiffres ouverts, ils sont publics. Si vous voulez employer des grands mots, c'est péremptoire. C'est vraiment, honnêtement, je trouve que c'est plus du tout ce que les gens entendent dans le sérieux pour gérer les collectivités. Donc, excusez-moi. Si ça vous plaît, faites-le. Vous avez cette petite tribune là, je vous la donne avec grand plaisir. Faites-vous plaisir. En tout cas, je ne participe en rien à cette mascarade. Non, je vais faire voter donc cette décision modificative. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, Madame Boiry. Je voulais simplement préciser, on le verra au niveau du compte administratif 2017, que le montant de la dette au 31 décembre 2017 ne sera pas supérieur à celui qui était au 31 décembre 2013. Oui. Bon, ben, on verra et on fera un point à ce moment-là, monsieur Curette. Mais peut-être qu'on pourrait faire une commission dédiée, qui soit dédiée à tous ces sujets de chiffres et peut-être une sorte de duel où on se brandirait des chiffres comme ça à la figure qui font bien avancer les choses. Y a-t-il d'autres questions sur ce point numéro 4 ? Les oppositions, les abstentions. Les oppositions, oui. Opposition. Point adopté. Point numéro 5, je redonne la parole à Madame Boiry. Donc, après l'analyse des offres pour le prêt qui a été voté lors du budget 2017, je vous propose pour un prêt de 300 000 euros sur 15 ans d'opter pour la Banque Postale qui a proposé le meilleur taux à 1,38% en taux fixe. Y a-t-il des questions? Les oppositions? Les abstentions? Les oppositions? Monsieur Paul aussi, oui. Les abstentions, point adopté. Reconduction du marché public du réseau de vidéoprotection. Donc là, je redonne la parole à Madame Boiry, si elle veut préciser quelques éléments. Il s'agit de la reconduction du lot 2 du réseau de vidéoprotection pour un montant de 3 747,21 € hors taxe. Donc c'est le contrat dans le cadre du marché de vidéoprotection entre la commune et la société Action. Était acté un délai de 2 ans pour la maintenance des dispositifs
Au vu du montant de la prestation, 3 741,21 € hors taxes, et des résultats positifs d'accompagnement de cette société, je vous propose de reconduire ce marché pour une durée d'1 an, renouvelable 1 an. Y a-t-il des questions? Les oppositions? Les abstentions? Abstention, 6 abstentions. Point adopté. Point numéro 7. Il s'agit d'un avenant au marché de restauration scolaire dans le cadre du possible transfert de compétences. La parole est à Monsieur Penn. Il ne s'agit pas dans le cadre d'un transfert de compétences, il s'agit simplement de prolonger dans la continuité le contrat qui avait été effectué contractualisé en décembre 2014 avec les culinaires de l'Adour, contrat portant sur les années 2015, 2016, 2017 et arrivant à terme le 31 décembre 2017. Il est donc proposé à la collectivité, à cette assemblée, de voter un avenant qui permette de prolonger ce contrat jusqu'à la fin de l'année scolaire, dans les mêmes conditions tarifaires. Hein? Oui, jusqu'à fin de l'année scolaire. Donc simplement jusqu'à la fin de l'année scolaire, puisque l'ordre du jour nous indiquait 1er janvier 2018. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Berigari. Oui, pardon. Certaines petites écoles qui sont autour du collège de Montbourguet avaient le même prestataire que nous et maintenant ont arrêté leur contrat et sont livrés par le collège de Montbourguet, avec donc une qualité de repas bien meilleure au dire des enfants. Est-ce que ce système serait envisageable au niveau de Vic? Est-ce qu'une étude pourrait être faite, à savoir est-ce que le collège de Vic pourrait éventuellement livrer les repas à l'école de Vic? Bon, écoutez, là-dessus, effectivement, ce qui est prévu, c'est qu'une continuité au début, dans le cadre d'un potentiel transfert de compétences, c'est-à-dire une continuité sur l'état actuel des choses, mais ensuite on ne s'interdit rien, y compris la réflexion d'une mise en commun et du choix des meilleurs prestataires. Mais ça, le vice-président de la communauté de communes en charge des affaires scolaires peut vous y répondre avec encore plus de précision que moi. Alors en effet, la liaison chaude est quelque chose qui peut être envisageable, qui avait déjà été envisagé avec avec les services de restauration de Pierre Mendès France il y a quelques années et qui n'avait pas pu aboutir. C'est une réflexion qui est portée par la communauté des communes pour essayer d'envisager des livraisons de repas en liaison chaude en utilisant les circuits courts et notamment la future création de la légumerie portée par le conseil départemental sur Montbourguet. Il est encore beaucoup trop tôt pour apporter des précisions, mais on est en réflexion sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8. Il s'agit du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Je vais vous soumettre un positionnement de la commune sur ce schéma, qui est un positionnement consultatif et qui ne concerne dans cette délibération que ce qui concerne la commune de Vic-Bigorre, pas le schéma départemental dans son ensemble, ni même du fait qu'on manque de connaissances et d'informations, comme j'avais pu le dire dans le conseil municipal précédent, en ce qui concerne le territoire de la nouvelle, de la communauté de communes Adour-Madiran, qui elle, est fléchée pour l'accueil d'une aire de grand passage, qui est a priori fléchée pour une aire d'accueil de grand passage, mais ce ne serait pas sur la commune de Vic. Le document, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, qui est élaboré par les services de l'État, en lien avec le conseil départemental, les intercommunalités, les communes, différentes associations d'accompagnement des gens du voyage, qui ont fixé un état des lieux et une évaluation des besoins. Et donc ils essaient de mettre en œuvre, de fixer toutes les actions sur la période jusqu'en 2023. Bon. À Vic, nous sommes concernés également, essentiellement pour une question, c'est la question des régularisations envisageables de certaines constructions. Effectivement, on avait pu l'évoquer lors de conseils municipaux précédents, on a une situation pour laquelle
on avait des propriétaires terriens qui acceptaient de vendre plus cher que des terrains non constructibles, que les prix des terrains non constructibles, à des gens du voyage qui petit à petit s'y installaient, où les élus et les services de l'État finissaient par fermer les yeux quand il y avait notamment des constructions. Et on a aujourd'hui plusieurs familles dans Vic qui vivent depuis longtemps, depuis 5, depuis 8, depuis 10, depuis 15 ans, parfois avec des constructions, mais dans l'illégalité. Et aujourd'hui, ce qu'il est demandé, c'est l'esprit du schéma départemental d'accueil d'habitat des gens du voyage, c'est de dire d'un côté, voyons ce qui est possible de faire en termes d'aménagement, d'aires de grand passage, etc., et de régularisation. Et le pendant de ça, ce sera une fermeté beaucoup plus forte sur les nouvelles tentatives d'installation dans des endroits où ça n'est pas permis. Donc, aujourd'hui, ce principe-là a été validé lors de plusieurs réunions avec les services de l'État. Et les services de la préfecture nous ont proposé une carte que vous avez dans le dossier et qui flèche un certain nombre de choses, et notamment qui fait une cartographie des terrains occupés irrégulièrement par des gens du voyage sur le territoire de Vic, mais qui les hiérarchise selon ce qu'ils appellent les régularisations envisageables, en jaune, les régularisations difficiles et les régularisations impossibles. Voilà. Les services de l'État ont aussi ont aussi recensé les parcelles communales libres qui, d'après eux, pourraient hypothétiquement accueillir des installations des gens du voyage et soumis à une cartographie. Alors, j'en ai trouvé plein. Ce que je vous propose, la position que je propose pour la commune, c'est de 1. Dire qu'on accepte les régularisations, qu'on est favorable aux ce qu'ils appellent les régularisations envisageables, compte tenu du PLU, à condition que les gens du voyage prennent en charge, de la même façon que tout autre citoyen, le prix du raccordement, et à condition que les surcoûts, parce qu'il y a des surcoûts dans certains cas, ne soient envisagés qu'en partenariat avec les services de l'État et les services du département pour en limiter très fortement le coût pour la commune. En quelque sorte, on comprend l'esprit, on accompagne, mais c'est pas la commune qui doit payer. Et il ne doit pas y avoir c'est déjà une forme d'inégalité, de régulariser une situation qui était pas conforme à la loi, mais qui avait été quand même acceptée, tacitement parfois, mais acceptée par les autorités. Donc, ces conditions financières, et la position que je propose de prendre, c'est les pastilles jaunes, les zones jaunes, c'est-à-dire envisageables, modulo, le prix, l'effort financier des familles et le partage des surcoûts pour que la commune ait vraiment un effort financier extrêmement limité sur ces terrains en termes de raccordement au réseau. Deuxième chose, je vous propose en revanche de ne pas cibler parmi les parcelles communales, d'indiquer qu'aucune parcelle communale qui ont été envisagées nous sommes favorables pour accueillir une nouvelle installation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je vous rappelle, c'est un avis purement consultatif. Voilà. Oui, monsieur Curette. Oui, je voudrais savoir d'abord quel était l'élu qui, chez vous, allait aux réunions et qui suivait ce dossier-là en particulier. En réalité, c'est le service de la préfecture qui venait ici. Non, il y a eu des réunions. C'est Franck Baucher qui, à chaque fois, il y a eu plein de réunions. J'ai fait 5 ou 6 réunions avec lui directement, ici ou à la communauté de communes. Voilà. Et en lien directement avec la préfète ou le secrétaire général de la préfecture. Très bien. Voilà. Deuxième point, je vois qu'il y a plein de petits points jaunes. Alors là, c'est peut-être technique, autour de la zone de la Rail, mais qui sont des points qui ne correspondent pas à des parcelles.
et qui ne sont pas des terrains qui soient occupés, que je sache, par les gens de voyage, parce que... Non, vous confondez deux choses. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux choses. Il y a les parcelles régularisables, et c'est-à-dire ça, ce sont des parcelles au sens cadastral, donc c'est des formes géométriques, des losanges, des carrés, ou voilà, qui correspondent à des parcelles. Et ensuite, il y a des pastilles qui, elles, correspondent à ce que la préfecture a fléché comme parcelles disponibles pour nouvelles infrastructures possibles. Donc oui, il y en a plein, donc elle a vraiment regardé partout où il y avait de l'espace en réalité. Et ce que je dis là-dessus, c'est que nous n'en ciblons aucune comme étant potentiellement utilisable. Oui, parce qu'en plus, il y a certaines qui sont en plus sur des terrains privés. Enfin, je vois, sur la zone de la RAI, il y a des terrains qui appartiennent à ISP, et je vois un point jaune dessus, donc effectivement... le document ne correspond pas à une valeur technique. C'est pour ça qu'il n'y en a aucune revenue et je suis retenu. Je suis ravi que vous soyez en phase avec cette proposition. Y a-t-il d'autres questions? Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y a une opposition. Abstention. Alors, ça c'est l'opposition. Non, abstention. Abstention. Point adopté. Point suivant. Il s'agit du point numéro 9 sur l'opération Cœur de Ville. Je retire ce point de l'ordre du jour pour une raison que je vais expliquer. Nous avons eu, il y a 10 jours, une commission d'ouverture des plis que je présidais, ici présent, et également aujourd'hui un entretien avec le bureau d'études pour l'analyse des offres. Ce matin. Il m'apparaît que le travail du bureau d'études ne permet pas aujourd'hui de pouvoir différencier, de pouvoir trancher sur différentes entreprises, que ce soit pour le lot numéro 1 comme pour le lot numéro 2. Je m'explique. En ce qui concerne le lot numéro 1, sans bien sûr donner le nom des entreprises, il y avait dans le cahier des charges une question de phasage des travaux. Or, une entreprise est celle qui nous est recommandée par le bureau d'études, n'a pas respecté ce phasage. Il y avait 3 phases, elle propose de faire en une phase, ce qui est plus rapide, mais qui transforme les choses. Et surtout, on ne sait pas si les autres auraient pu respecter ce même calendrier. Donc, de ce point de vue-là, il nous apparaît qu'il faut aller plus loin. D'autant plus que le bureau d'études, il y a eu 2 bureaux d'études, pour le lot numéro 1 et pour le lot numéro 2. Pour le bureau numéro 2, le bureau d'études s'est permis de questionner les entreprises pour qu'elles puissent préciser un certain nombre de choses. Le bureau numéro 1 ne l'a pas fait. Et justement, ça aurait pu permettre de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Donc je ne suis pas en mesure aujourd'hui de proposer au conseil municipal de choisir entre différentes entreprises. En ce qui concerne le lot numéro 2, il en va de même, mais pour d'autres raisons, et notamment le fait que certaines présentations nous semblent relativement non conformes, dans le sens où il y a eu un questionnement du bureau d'études sur certaines entreprises qui ont précisé un certain nombre de choses et qui ne correspondent pas au dossier qu'elles ont envoyé. Donc on ne sait pas sur quoi statuer. Donc je souhaite à ce moment-là que le bureau d'études nous rende une copie beaucoup plus propre, de manière à ce qu'on puisse trancher de manière absolument juste, éclairée, et on l'espère, impartiale. Y a-t-il des questions sur ce non-point, puisque je le retire de l'ordre du jour? Oui, un document que nous demandons d'annexer également au PV du Conseil concernant cette opération Cœur de Ville. Sur le dossier Cœur de Ville, nous dénonçons que les choix urbains soumis au vote aujourd'hui, qui devaient être soumis au vote aujourd'hui, n'aient fait l'objet d'aucune réunion de commission, et donc ni les élus municipaux de l'opposition, ni semble-t-il de la majorité, n'aient pu travailler sur le projet. C'est vous, monsieur le maire, qui avez fait des choix urbains et architecturaux, sans aucune concertation, sans consulter la totalité des élus municipaux, pourtant légalement investis par le Conseil sur ces sujets, sans consulter la totalité des commerçants et des commerçants non sédentaires, pourtant impactés en premier chef par ces aménagements de circulation et par la suppression d'un grand nombre de parkings, sans consulter les riverains concernés, sans étude d'impact sur les reports de circulation et de stationnement générés, surtout sans consulter les services publics intervenant sur la voirie, pompiers, VAE, postes, etc.
Alors que nous sommes tout à fait favorables à un réaménagement du cœur de ville, pouvant entraîner une révision du plan de circulation et de stationnement, ce projet n'est pas une réflexion globale sur le devenir du centre-ville, mais se limite à un secteur géographique ne couvrant pas tout le cœur de ville. Sans qu'aucune garantie n'ait été obtenue sur la déviation est-ouest de Vic, sans laquelle toute la circulation déportée sera particulièrement dangereuse sur le boulevard Gallieni. Sans aucune information sur les modalités de financement de ce projet. Engagement du budget communal, point d'interrogation. Subvention, point d'interrogation. Nous souhaitons avoir connaissance de l'appel à concurrence concernant le bureau d'études mandaté et les coordonnées des entreprises concernées, n'ayant pas été informées en commission d'ouverture des plis notamment. Nous le réaffirmons ici, l'ambition qui consiste à revisiter l'aménagement urbain de Vic peut constituer une bonne démarche, mais cela suppose pour le maire de passer du temps sur l'analyse des besoins, de prendre du temps pour écouter les habitants et les commerçants, de prendre le temps de partager un tel projet avec tous les concitoyens et tous les élus. En conséquence, nous vous demandons, avant d'entamer le chantier, de mener à bien toutes les consultations, concertations et démarches nécessaires à un projet d'une telle ampleur. Merci Mme Corsini, vous avez asséné tellement de contre-vérités que je ne sais pas par lesquelles commencer à répondre. Consultations il y a eu des consultations sur le marché, il y a eu des réunions publiques, les riverains, les commerçants au niveau ceux de la rue du Château, je les ai reçus la semaine dernière encore ici où j'étais présent. Je veux bien que vous asséniez contre-vérité sur contre-vérité, mais c'est pas vrai, je n'étais pas le seul à travailler dans la commission Cœur de Ville. Il y avait d'autres élus avec moi, c'était pas une commission au sens propre, c'est-à-dire au sens où elle a été votée en conseil municipal, mais c'était un groupe de travail. Tout ceci est fait effectivement pas avec l'intégralité des conseillers municipaux, mais tout ceci est quand même fait d'une manière collégiale. À présent, est-ce que tout le monde y participe? Non, certainement pas. Est-ce que certains qui voudraient y participer mais ne sont pas là pour des raisons professionnelles, personnelles, etc. Certainement aussi. Est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Mais je vous assure que ça va faire progresser Vic, ça va améliorer un certain nombre de choses et ça va justement correspondre tout à fait à ce qu'on a dit depuis le début de notre élection, à savoir qu'il fallait redonner la place aux piétons, redynamiser le centre-ville, mieux gérer l'allocation du stationnement, et là, on est en train de le faire. Alors moi, je veux bien que vous soyez d'accord, mais après avoir été 30 ans au pouvoir, ça aurait été bien de l'avoir fait. Merci. Monsieur Médiamol. Oui, vous parlez que des élus auraient bien participé. Je rappelle que nous aurions être associés. Nous aurions aimé être associés, nous n'avons pas été. Peut-être ça éviterait des interprétations qui si on était informé, les choses. Vous savez aussi que c'est venu à une période où, quand on a travaillé pendant un an et demi sur le contrat d'eau et d'assainissement et qu'il n'y a jamais eu un élu de l'opposition qui est venu, on s'est dit à un moment que les élus de l'opposition ne voulaient pas participer, même quand c'était les sujets les plus importants. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc, on va pas le redire 40 fois. Vous avez bien compris les choses. Vous avez asséné là des contre-vérités. On peut les mettre au compte-rendu du conseil municipal. De toute façon, ce seront les actes et les réalisations qui compteront. Et je sais que ce qu'on est en train de faire pour Vic, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et aujourd'hui, et si on peut donner justement, alors que de nombreux centres-villes, de villes équivalentes et même plus grandes sont en train de mourir, si à Vic on a encore une chance de relever la tête et de pouvoir se développer, c'est certainement par ce genre d'infrastructure et ce genre de prise de position. Alors oui, et quant à la déviation, madame, dans ce conseil, dans cette enceinte, dans ce conseil municipal, j'ai déjà dit plusieurs fois que justement, c'était quelque chose que je souhaitais comme initiation et progression de cette déviation. Parce que cette déviation, elle est sur la table depuis 20 ans et elle n'arrive pas. Et là, en lien avec le président du conseil départemental, à qui enfin on parle et avec qui enfin j'ai des relations où justement on peut discuter, je peux lui faire part de ce qui ne va pas pour Vic, il vient à des inaugurations, il subventionne des différents chantiers comme le parc naturel urbain et il nous dit à quel point il peut accompagner des projets qui sont construits de manière sérieuse. Alors oui, madame, cette déviation, elle a deux objectifs. Elle a d'abord enlevé les poids lourds par la route de Rabastens, elle a ensuite les concentré, c'est vrai, boulevard de Gallieni, ce qui va créer une des difficultés pour eux, et donc les désinciter à passer. C'est ça tout le pari, et faire accélérer la déviation. Parce que jusqu'à présent, on est à statu quo depuis des années, et s'il y a un maire qui a pris le taureau par les cornes, c'est moi. Donc vous allez nous amener la déviation? Eh bien, en tout cas... C'est ce que j'entends. Mais vous savez qu'il faut, même si elle commence maintenant, il faudra 5 ans pour la réaliser. Enfin, quand même, vous savez très bien, ce sera après
Si Monsieur Curé met la main, si lui peut arriver à le réaliser. Dites n'importe quoi sous prétexte que vous êtes maire et puis vous continuez comme ça. Une déviation de 2 km. Eh bien, écoutez, Monsieur Curé, vous avez une belle image de la façon de s'exprimer en conseil municipal. Très bien. Je souhaite que vos propos soient ajoutés in extenso. Absolument. Au compte rendu de ce conseil municipal. Et je tiens vous en remettez une couche? Oui, monsieur le maire. Très bien. Absolument. Allez-y. Et je considère que quand vous avez vous-même accepté de reconnaître que vous avez travaillé hors commission, ça veut dire que vous avez chanté les organismes légaux et qui sont censés travailler dessus. Non seulement vous avez chanté ceux auxquels vous n'assistez pas quand vous êtes invité. Non seulement vous avez chanté l'opposition, mais monsieur le maire, vous êtes là un jour sur les 15 jours. On n'y peut rien. Vous ne versez même pas aux conseils municipaux, ni aux conseils communautaires. Excusez-moi, conseils municipaux, conseils communautaires. Le dernier, vous l'avez pas fait. Non, le dernier, j'étais absent. Oui, et le premier aussi. Et le premier aussi, j'étais absent. Bon, bref. Les deux derniers. Écoutez. Donc, très bien. Vous êtes absent, parfait. Monsieur le maire, c'est votre choix. Cette chose-là. Vous souhaitez avoir une indemnité élevée. Vous avez augmenté de 41% sans ressasser travailler cette même rengaine. En contrepartie. Ressasser cette même rengaine. Mais écoutez, je préfère que plaît. quoi le sache, et je veux le dire clairement. Le savent et je m'en cache pas. Donc, et je veux que vous reconnaissiez, et vous avez reconnu le fait que vous avez chanté les structures démocratiques que vous-même vous avez créées, et en ce faisant, vous avez chanté non seulement les élus d'opposition, mais même les élus de votre majorité. Absolument pas. Il y a eu un groupe de travail là-dessus. Dans ce groupe, il y a Denise, qui était présent aussi, Arlette, Monique, Daniel et Sidonie, pardon. Mais peut-être que d'accord. C'est pas bien. Donc c'est un groupe. C'est un adjoint aux travaux. Et Monsieur Abadi également. Et pas l'adjoint aux travaux alors. Comment? L'adjoint aux travaux n'était pas convié. Et Monsieur Penn était l'adjoint aux travaux. Et l'adjoint à l'environnement non plus. Écoutez. Donc ça veut dire que vous avez chanté vos propres adjoints. Écoutez, Monsieur sur Curé, une opération comme celle-ci. Je veux bien, si vous voulez bien, simplement laisser. Non mais c'est magnifique. Le travail. Je comprends le désaveu dont vous êtes victime ce soir. Et vous devriez en tirer les conséquences pour vous-même, j'espère, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, je pense que vous pourriez commencer par balayer devant votre porte. Les choses, ils seront beaucoup mieux. En ce qui me concerne, j'ai déjà dit que je tirerai les conséquences de tout ça dans les mois qui viennent. Voilà. Et je ne préjuge rien de ces conséquences-là. Je viens prendre le temps de la réflexion. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce non-point? Monsieur Joseph. Une question, monsieur le maire. La commission d'ouverture des plis a donc ouvert concernant le projet Cœur de Ville. Le quorum n'était pas atteint, donc y a-t-il pas un risque que les entreprises qui ont soumissionné nous fassent des petites difficultés? Les services me disent que la réponse est non, monsieur Joseph. Je suis ravi que vous soyez aussi méticuleux dans le détail de nos affaires municipales. Je vous en remercie. Passons maintenant à un point important, puisqu'il s'agit des transferts de compétences un adjoint s'occupe de ces délégations quand il en a. Le transfert des compétences sur la prochaine communauté de communes. Un travail important a été entrepris sur le transfert des différentes compétences. À ce stade, rien n'est acté, puisque normalement, c'est le conseil communautaire du 5 décembre, si c'est validé, qui pourra acter les différents transferts de compétences et leurs modalités. Je veux néanmoins faire un point aujourd'hui sur, non pas le détail, mais en tout cas l'évolution des discussions. Il y avait 4 compétences sur lesquelles on était en discussion avec la communauté des communes, que ce soit pour les donner ou que ce soit pour les reprendre. La gendarmerie, puisqu'il se trouve que la gendarmerie est communale dans les autres gendarmeries du territoire et intercommunale à Vic. Elle restera normalement intercommunale, en tout cas c'est le sens des discussions qu'on en a. La piscine, puisque la piscine est la seule piscine, le seul établissement, la seule infrastructure sportive du territoire qui est intercommunale, la piscine de Vic. À ce stade, les discussions s'orientent vers un statu quo, c'est-à-dire qu'elle resterait intercommunale, mais l'idée que c'est un dossier qui pourrait se réouvrir dans les années qui viennent. Voilà. Les affaires scolaires, dont je veux dire que ces transferts de compétences est un souhait
majoritairement défendu dans la nouvelle communauté des communes et qui se vote à la majorité simple du conseil communautaire. Et le sachant, mais aussi parce que nous pensons qu'il y a une certaine cohérence à pouvoir gérer les affaires scolaires au niveau territorial. Nous avons travaillé dans le sens d'un transfert de compétences de la compétence scolaire, extrascolaire et périscolaire, à la communauté des communes. Jean-Paul Pen étant d'ailleurs le vice-président en charge des affaires scolaires. Ce transfert de compétences, même si les tenants et les aboutissants donc est en bonne voie, c'est pas encore voté, et les tenants et les aboutissants de ce transfert sont discutés en bonne intelligence, je crois, en tout cas dans le respect des uns et des autres, et notamment le respect des spécificités vicoises, notamment en termes de pose du bus, notamment en termes des classes transplantées, notamment en différents éléments, comme il se trouve que Vic a un investissement par élève qui est plus important que le reste des communes. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Et en termes de compensation d'attribution de compétences, il y a aussi le fait que nous couvrions aujourd'hui, nous financions la scolarité d'élèves non vicois dans les écoles scolaires de Vic, ce qui aujourd'hui, ce qui demain ne devrait plus être le cas. Voilà, j'en parle au conditionnel, puisque en réalité aujourd'hui rien n'est voté. Et enfin le dernier élément, c'est effectivement l'utilisation du bâtiment de l'Octave et l'évolution de la répartition entre la compétence culture intercommunale et la compétence culture communale et la responsabilité de la gestion de la salle de l'Octave, sur lesquelles il y a encore un certain nombre de discussions, mais qui se passent dans la sérénité et dans l'idée d'une évolution juste, cohérente et qui soit au bénéfice de chacun. Y a-t-il des questions sur ce point ? Monsieur Curette. Oui, je voudrais simplement rappeler que vous aviez déclaré à un moment donné que les écoles vous paraissaient d'intérêt communal pour avoir une proximité entre vous et à la fois les parents d'élèves et le corps enseignant. Vous changez d'avis. Bon, c'est pas grave, vous changez de casquette tellement souvent. Écoutez, bien évidemment, vous assignez une contre-vérité. Je n'ai pas déclaré ça dans ces termes. Ce que j'ai dit, ce que je pense toujours, c'est que la compétence scolaire était une des compétences majeures de la municipalité et qu'il fallait étudier son transfert avec cohérence. J'ai aussi dit que la fusion des communautés de communes ne devait pas se traduire par une diminution des compétences de l'ensemble des compétences ou de la sphère d'action de chaque commune, mais qu'il fallait aussi essayer de trouver une sorte d'intérêt général territorial, c'est-à-dire qu'à un moment, vous comprenez que quand la compétence a déjà été transférée dans deux des trois anciennes communautés des communes, on ne peut pas aller à rebours. Et même politiquement, démocratiquement, on ne pourrait pas aller à rebours, mais en plus, il faut bien comprendre que des communes, c'est beaucoup plus difficile, même si ça se fait dans d'autres communautés de communes, mais pour lesquelles les communes sont plus grandes, c'est beaucoup plus difficile de reprendre la compétence scolaire. Je vais donner la parole à Monsieur Pen. Oui, Monsieur Curé, si les élus de votre groupe avaient participé aux commissions enseignement comme certains membres auraient pu le faire et ne l'ont pas fait une seule fois, vous auriez pu être au courant. Donc, pour que le transfert de la compétence, je le répète, se fait à la majorité simple du vote du conseil communautaire. Écoutez, Monsieur Curé, est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Mais... D'accord. Mais apparemment, votre connaissance est en l'espèce imparfaite. Et vous siégerez au conseil communautaire et vous pourrez expliquer lors du conseil communautaire du 5 que le vote qui sera exécuté, est un vote illégal puisqu'il ne respecte pas les procédures. Je vous laisserai le soin de développer dans l'instance appropriée. Ce n'est pas ce que je dis parce que vous n'entendez pas ce que je dis. Je me permets. Je vous donnerai la parole plus tard.
Je me permets de me répéter, Monsieur Curette, que si les membres de votre groupe qui font partie de la commission enseignement de la communauté des communes avaient siégé à cette communauté, mais Monsieur Paul, qui est membre de la commission enseignement de la communauté des communes, votre voisin de gauche. Non, mais laissez-moi. Donc, si vous aviez participé, si l'information avait bien circulé dans votre groupe, vous auriez pu savoir que que dans toutes les communes où la compétence va être transférée, les maires et les responsables les adjoints ou élus en charge des écoles restent la personne de référence pour les parents d'élèves et les élèves. Alors, les informations, on les a, il n'y a pas... Monsieur Paul, si vous souhaitez prendre la parole, oui. Je vous la donne avec volontiers. Allez-y. Simplement par rapport aux commissions, on a les comptes rendus, il n'y a pas de débat. Hein. Ce que dit Monsieur Curette, c'est pas forcément ce que je pense moi. Hein. On est un groupe, mais on est aussi, on a des individualités, et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se fait jeter, quoi. Voilà. Très bien. Mais je dis simplement qu'il y a un revirement de votre position entre ce que vous aviez dit il y a un an et ce que vous dites aujourd'hui. Mais vous tournez la veste, c'est tout. Non, écoutez, arrêtez. Vraiment un peu de respect pour le conseil municipal, s'il vous plaît, Monsieur Curette. Écoutez vos leçons, je veux bien qu'on en rie un petit peu, professeur Curette, mais il y a un moment, il faut un moment rester sérieux et simplement observer l'ordre du jour du conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions, si possible plus pertinentes, sur le point de transfert de compétences? Encore une fois, il n'y a rien d'acté. Hein. Je fais un point sur l'évolution des discussions. Très bien. Je passe au point numéro 11 et la délégation du droit de préemption urbain par la communauté de communes à Dourmadiran. Je donne la parole à Madame Chartrain. Par délibération du 20 décembre 2016, la commune a instauré un droit de préemption urbain sur son périmètre. La communauté de communes à Dourmadiran est compétente en matière de droit de préemption et suite à la modification de ses statuts au 1er janvier 2017 et à l'application de la loi ALUR. La communauté de communes a relevé le principe d'une nécessaire maîtrise par la commune de son développement et particulièrement des zones urbaines et à urbaniser. Aussi, on vous propose de déléguer la CCAM propose de déléguer à la commune la mise en œuvre du droit de préemption urbain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. J'ai avant d'aborder d'éventuelles questions diverses, j'ai 2 points supplémentaires à poser dans l'ordre du jour. D'abord, un point pour information. Voilà, suite à l'intervention de certains Vicois sur demande, et aux remarques du précédent conseil municipal, j'ai interrogé les services de la SOR sur le questionnement que peuvent avoir quelques administrés sur les factures. Sachant qu'encore une fois, quand je disais que le prix de l'eau baisserait de 25% à partir du 1er juillet, c'est à partir de l'eau consommée le 1er juillet, c'est pas sur une période antérieure. Je pensais que tout le monde avait compris. Mais en tout cas, nous avons saisi, et voici la réponse de Mme Carole Dufosse, de la SOR, qui dit « Nous avons enregistré 195 contacts clients de plus par rapport à la facturation équivalente. Vous avez dans le détail le premier tableau ci-dessous, donc il nous donne l'ensemble des demandes. Je vous ai également mis le détail des réclamations pour la même période. Ce flux me paraît pas anormal, donc elle dit que ce flux ne lui paraît pas anormal, vu que, au lieu d'une estimation, c'est un index qui a été positionné. Et c'est normal que cela génère des demandes d'informations supplémentaires, d'où les interrogations. Et elle dit malgré le courrier qui, normalement, d'après elle, expliquait ces différences. Elle dirait que le courrier n'a peut-être pas été lu complètement et que c'est ce qu'a pu constater la conseillère locale qui a reçu les gens. Donc les principales demandes, c'était les clients mensualisés qui ont eu des questions par rapport aux prélèvements qui ont été déduits, l'information sur les tarifs et puis les modalités de paiement. Voilà. Donc bien sûr, pour des demandes supplémentaires, je vous invite directement à prendre contact avec les services de la SOR qui, et comme élus et pour les administrés, sont là pour répondre à nos demandes.
J'indique également que je demanderai à la SOR de procéder à un courrier à l'ensemble de ces utilisateurs de la commune de Vic pour expliquer ce que veut dire cette baisse du tarif de 25%, quand elle entre en œuvre, quand est-ce que ça se verra et comment, en réalité, ça se matérialise pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que les choses soient claires et qu'on ne puisse pas réfuter quelque chose qui est de l'ordre du factuel. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point d'information ? Non. Deuxième point, et alors là, que je vais soumettre à votre vote, il s'agit en fait d'un point sur le programme TEPCV. Vous vous souvenez, ce programme sur lequel la communauté des communes Vic-Montanet et puis Adour-Madiran a été bénéficiaire, qui a été brillamment obtenu par M. Curette. En octobre 2016, nous avons signé une convention multipartite intitulée Fonds de financement de la transition énergétique, avenant à la convention particulière d'appui financier du 18 novembre 2015. C'est un point formel. Cette convention porte principalement sur l'engagement financier de l'État pour accompagner les territoires lauréats, donc les communautés des communes, à mettre en place des actions liées à la transition énergétique. Donc c'est du financement pour les isolations, etc. Et on avait plusieurs points. On avait pour la commune la rénovation énergétique de la mairie, la rénovation de l'école Pierre Guillard, qui était transférée à la communauté de communes, qui sera peut-être transférée à la communauté des communes, rénovation énergétique de l'école du Petit Bois et étude d'optimisation de l'éclairage public. Donc on a approuvé l'appel à projet, mais et j'ai signé les documents relatifs. Simplement, il n'y a pas eu de délibération propre à proprement parler prise là-dessus. Et en octobre 2017, les services de l'État qui essaient de voir là où ils peuvent peut-être ne pas dépenser autant d'argent qu'ils le pensaient, ont saisi les collectivités signataires pour qu'ils disposent, eux, d'une délibération formelle portant autorisation de signature de la convention multipartite intitulée Fonds de financement transition énergétique. Donc, je vous demande d'acter formellement cet engagement, c'est purement formel, et de procéder à cette délibération. Voilà, qui est le cas pour toutes les communes qui bénéficient de TEPCV. Voilà, donc je vous demande d'acter formellement cette autorisation de signature à me donner pour bénéficier du fonds. Monsieur Curette. Merci de rappeler que la communauté commune avait obtenu pour la commune de Vic-Bigorre 610 000 € de subventions correspondant à 75% de budget d'investissement. 610 000 €. Il y avait, alors moi, s'il faut délibérer, bien entendu, je vote. Je vais le faire, hein, tout à fait. Je rappelle seulement un point, c'est qu'il fallait que les travaux soient commencés avant le 31 décembre 2017. 2017, dans la convention initiale. 2017, la convention initiale. Désormais, c'est 2018. Voilà, je vous dis, il n'y a pas de sujet, tout est dans les clous, c'est 2018. Je tiens simplement à ce que vous soyez vigilants là-dessus. Les informations que j'ai de par les contacts avec là-dessus, il fallait que ce soit au 31 décembre 2017, à l'époque. Bon, alors je vais donc, si ma parole ne vous suffit pas, je vais donc lire le document que j'ai sous les yeux, qui est donc la convention ici, qui a été signée de la plume même de Ségolène Royal et du président Curette, et qui dit, objet et durée de la convention, elle est valable pour les actions ayant connu un démarrage effectif jusqu'au 31 décembre 2018. Voilà. Donc, voilà, je suis au regret de vous contredire, professeur Curette, mais c'est ce que dit la convention, je peux vous en faire copie. Tout à fait, mais je crois bien qu'il y a même eu une erreur à un moment donné que c'est glissé, parce que je peux vous signifier que le contact que j'ai actuellement avec les responsables de la DREAL qui suivent ces dossiers-là m'ont stipulé, si ce n'est pas fait avant le 30 décembre 2017, c'est terminé. Bon, ben j'ai la convention, c'est un original devant moi, et il dit 2018, donc voilà, je pense qu'on va pouvoir procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Monsieur Paul. Tout à l'heure, M. Penn faisait référence à un absentéisme. Je vous rappelle quand même qu'au mois d'octobre, la rectrice de la région est venue en visite à Cité scolaire Pierre Mendès France, où bien sûr vous étiez conviés, mais comme c'était pas lundi, vous pouviez pas y être. Et c'était M. Penn qui devait y être, et personne n'est venu.
La rectrice a demandé plusieurs fois comment se fait-il qu'il n'y ait personne de la mairie. On s'est retourné vers moi. J'ai dit je ne suis pas là escalité mairie, mais escalité président de la FCPE. Je trouve quand même dommage, puisqu'on en est dans les reproches de présence et d'absence, que lorsque la personne qui est juste sous le ministre de l'Éducation nationale se déplace sur notre territoire, et ça n'arrivera qu'une fois dans les 2 mandats qui suivent, parce que ça n'arrive pas très souvent que la rectrice se déplace, je trouve quand même regrettable qu'on ne soit pas là pour défendre ceux grâce à qui, en partie, Vic est Vic aujourd'hui. Voilà, c'était tout. Non, écoutez, là-dessus, nous sommes donc aujourd'hui mardi, je suis là. Demain, si vous voulez venir me voir dans mon bureau, demain après-midi, je serai là aussi. Donc, si vous voulez, et après-demain, je serai au Congrès des maires et au Salon des maires pour justement essayer de voir du mobilier urbain pour la commune. Mais bon, si apparemment, voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais un déplacement professionnel qui est mal tombé, mais qui est tombé là-dessus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Très bien de se jeter ces invectives là-dessus, mais honnêtement, ça fait pas avancer les choses. Je pense pas qu'on peut dire que M. Penn ne soit pas présent. Voilà, vous pouvez le dire, très bien. Et moi, je regrette une seule chose, M. Paul. Quand on est conseiller municipal, quand on a été élu, on n'enlève pas sa casquette. Le matin, quand vous allez acheter le pain, vous restez conseiller municipal, monsieur. De même que je reste maire. Donc si vous voulez bien, la prochaine fois, vous pourrez être invité qualité de président des parents d'élèves ou de je ne sais quoi. En revanche, quand on vous demande si la mairie est représentée, vous pouvez dire fièrement que vous êtes conseiller municipal. Mais non, pas du tout. On n'est pas dans les commissions, vous rigolez ou quoi? Non, vous n'êtes pas conseiller municipal? Non, mais vous n'êtes pas conseiller municipal. Quand quelqu'un vous demande si vous êtes conseiller municipal et que c'est la rectrice, celle qui est juste en dessous du ministre, je pense qu'il serait de bonne loi de pouvoir lui dire que oui. Lorsque M. Penn était directeur de l'école, il siégeait à l'école en tant que directeur et non pas en tant qu'élu. On est bien d'accord, et pourtant il était élu. On ne mélange pas, les casquettes. C'est tout. Et moi j'étais là en tant que, et moi j'étais surpris parce que je connais Jean-Paul et l'investissement, j'étais surpris qu'il y ait personne, mais surtout, que Jean-Paul puisse pas venir, je sais pas pourquoi il est pas venu, mais peu importe. Mais enfin, vous aviez à l'époque encore, et vous les avez toujours 8 adjoints, mais si c'est pas Jean-Paul, ça pouvait en être un autre. Et je trouve regrettable que la mairie de Vic, il y ait personne qui était en délégation du maire. Pour une fois, vous étiez là. Oui, mais j'y étais. Bon, y a-t-il en tant que président, je suis souvent là. Monsieur Curette, allez-y. Monsieur le maire, je crois me rappeler que lorsque vous étiez présenté et lorsque vous avez été investi, vous avez dit que vous seriez maire à temps plein. Oui, monsieur, et j'ai redit aussi à la réunion publique du bilan de mi-mandat dans laquelle on avait accompli 90% du programme qu'aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Voilà. Et j'ai des activités professionnelles qui m'empêchent de l'être, mais je pense que comme le travail, 90% du travail a été accompli, il m'est possible aujourd'hui. Donc je le dis officiellement, ce sera plus la peine de me le redire, je le dis là, au micro du conseil municipal. Voilà. Vous avez fait 90%, ça veut dire qu'on a 3 ans, là maintenant, on n'a fait plus que 10% de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Non, 90% des choses ont été faites, monsieur. Donc ça veut dire qu'on a plus que 10% à effectuer pendant 3 ans. Les programmes ont été lancés. Mais non, les programmes d'investissement qui sont sur plusieurs tranches ont déjà été lancés. Les travaux que vous voyez là de rénovation du cœur de ville, c'est pour 4 tranches. Le PNU, il y a encore 2 tranches. Si vous voulez, c'est simplement que les choses ont été pensées, elles ont été travaillées et maintenant on déroule. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. C'est tout. C'est dommage que nous n'ayons pas eu les 3 prochaines tranches du cœur de ville, puisque vous ne l'avez présenté que la première tranche. Mais écoutez, j'ai déjà réuni les riverains, ça devrait vous faire plaisir, et les commerçants de la rue Foch pour celle qui concerne la tranche 2019. Donc vous voyez, vous pourrez pas me dire ça en 2019. Eh ben, c'est étonnant parce que pour l'instant, c'est pas l'information que j'ai. Vous êtes mal informé, monsieur Curette, je sais pas quoi vous dire. Moi, écoutez, là, les bras m'en tombent. Vous leur demanderez, vous pouvez y aller. Il y en avait une 30aine. Voilà. Bien. Écoutez, après ces questions, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.